Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président burundais Pierre Nkurunziza n'entend pas lâcher du lest. Il a rejeté ce vendredi la demande d'immunité formulée par le facilitateur Benjamin Mkapa en faveur des ex-putschistes présumés. Bientôt fini les files d'attente dans les centres de finances publiques en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a donné son feu vert pour le e-impôt, un portail de déclaration et de paiement des impôts en ligne. Et puis alors que Joaquin Caparros était le grand favori pour succéder à Georges Lekens à la tête de la sélection algérienne de football, c'est finalement Lucas Alcaraz qui a été choisi. Qui est-il et quels sont les défis qui l'attendent? Éléments de réponse dans ce journal. C'est un nouvel échec pour Benjamin Mkapa. Le facilitateur dans la crise burundaise a suggéré par écrit au président Pierre Nkurunziza d'accorder une immunité aux personnes accusées d'être impliquées dans le coup d'État manqué de mai 2015. Une requête aussitôt rejetée par ce dernier. On fait le point tout de suite avec Sharon Camara. 2 ans après le début de la crise burundaise, le facilitateur Benjamin Mkapa a suggéré au président Nkurunziza d'accorder une immunité à toutes les personnes accusées d'être impliquées dans la tentative de putsch de mai 2015. Le président de la République du Burundi y a opposé une fin de non-recevoir. Le président n'a pas refusé d'accorder une immunité provisoire. Il a informé le facilitateur que selon le prescrit de la loi burundaise, ce concept d'immunité provisoire ne figure nulle part dans le texte qui régit du Burundi. Cette mesure de clémence avait pour objectif de faciliter la participation des opposants au prochain pourparlers de paix inter-burundais. Dans sa réponse, Pierre Nkurunziza a expliqué que les personnes poursuivies doivent être jugées. De ce fait, elles ne peuvent bénéficier de mesures de grâce présidentielle ou d'amnistie. Du côté de l'opposition, cette décision ne surprend pas. Je ne connais pas du moins une personne ou un groupe de personnes qui auraient tenté de renverser Nkurunziza encore comme président légal. Et le seul qui a fait un coup d'État contre la Constitution, contre le peuple burundais, c'est Nkurunziza et son oligarchie. Alors que le Burundi est plongé dans une crise depuis 2015, les pourparlers inter-burundais, dont l'objectif est d'aboutir à une réconciliation nationale, sont au point mort. La situation du Burundi sera le sujet principal du prochain sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est, qui aura lieu à la fin du mois d'avril en Tanzanie. Des solutions pour une sortie de crise y seront évoquées. C'est un grand pas vers le tout numérique. Le système fiscal sera bientôt digitalisé en Côte d'Ivoire avec la création d'un portail dénommé e-impôt.gouv. La plateforme sera dans un premier temps réservée aux entreprises. Marcel Fabamaroun. Le gouvernement ivoirien a lancé le 12 avril 2017 à Abidjan le e-impôt, un portail qui permet aux contribuables d'effectuer la déclaration et le paiement des impôts et taxes en ligne. Une innovation majeure en termes de technologie, mais aussi dans le secteur économique et dont l'objectif est de simplifier la vie des contribuables. À l'échelle nationale, cette réforme consolide le positionnement de notre pays dans le domaine de la collecte de l'impôt, devenant ainsi l'un des pionniers de l'UEMOA à faire ce saut vers la digitalisation. Cette réforme devrait contribuer à améliorer la productivité des entreprises à travers une plus grande souplesse dans la mise en œuvre des procédures fiscales. Il s'agit donc d'une innovation majeure qui va, j'en suis convaincu, changer significativement la donne en matière de recouvrement des impôts. Cette innovation, qui en est à sa première phase, ne concerne pour le moment que les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 200 millions de francs CFA. Par ailleurs, de nouvelles fonctionnalités seront déployées. Elles permettront à certains contribuables, notamment ceux assujettis à l'impôt foncier, de payer leur impôt par le biais du téléphone mobile. On prend les entreprises qui ont déjà l'outil, qui ont déjà la capacité, qui ont déjà la fluidité en matière de mise à disposition de collecte des données fiscales. Donc on va chercher les plus grosses entreprises déjà. En janvier 2016, le formulaire unique de déclaration des impôts a été rendu opérationnel avec une pleine utilisation à partir de mai 2016. En début d'année 2017, les premières déclarations et paiements ont été enregistrés sur le portail e-impôt.
Dans l'actualité également, après Bali, Libreville, la capitale gabonaise, a été choisie ce vendredi pour accueillir le 4e forum annuel des fonds souverains des États membres de la Banque islamique de développement. Il s'agira d'une belle occasion pour le Gabon de vanter les mérites de son économie. Notons que les autorités de Libreville et la BID entretiennent déjà de très bonnes relations. Celle-ci avait en effet opté fin mars dernier pour un emprunt de 109 millions d'euros auprès de la banque pour financer des projets de soins de santé primaires. Université morte pendant 3 jours. Le personnel enseignant et non enseignant du campus de Mariengouabi, l'unique établissement public d'enseignement supérieur au Congo-Brazzaville, est en grève depuis ce mercredi. Un mouvement qui agace certains étudiants qui pensent que l'année académique va prendre un coup. Voyez ce reportage de notre correspondant Deva Panso. Le syndicat national de l'université Sinalo, le syndicat national des enseignants du supérieur Sinesup et le syndicat du personnel non enseignant du supérieur Sinepes sont les 3 structures syndicales qui ont lancé une grève de 3 jours dénommée Université morte du 12 au 14 avril 2017. Cet arrêt des cours, qui trouve son sens dans leurs revendications, constitue un coup dur pour les étudiants. Cette grève, comme vous pouvez le constater, n'arrange pas la situation des étudiants. Les conséquences de cette grève, elles sont déplorables pour la majorité des étudiants. Au moment où les étudiants se préparaient pour déposer les dossiers de la bourse, prendre des inscriptions ou d'autres établissements pensaient lancer les examens du premier semestre, cette grève arrive. Le personnel de l'université Mariengouabi réclame le paiement des heures complémentaires et supplémentaires, des primes d'encadrement et de surveillance des devoirs, des examens, thèses et mémoires. Ainsi, les étudiants de l'université Mariengouabi ont invité les autorités congolaises à trouver un consensus afin que l'année académique en cours ne soit pas compromise. La grève est un droit. Les enseignants ont bien évidemment leur droit de lancer la grève parce que c'est quelque chose qu'ils sont en train de réclamer. Ce que nous demandons aux autorités de la place, c'est de diligenter les négociations afin que les cours reprennent aussi vite que possible et que nous aussi, les étudiants de l'université Mariengouabi, puissions déposer nos dossiers de la bourse. C'est cela notre plus grande inquiétude aussi. Cette grève de 3 jours n'est qu'un avertissement. Elle pourrait s'étendre si les négociations s'avèrent improductives. L'université Mariengouabi jouit d'une autonomie de gestion financière. Le ministère de l'Enseignement supérieur a bénéficié d'une enveloppe de plus de 73 milliards de francs CFA dans le budget de l'année en cours. Lucas Alcaraz n'a pas attendu longtemps pour retrouver du travail. L'Espagnol, récemment limogé de son poste d'entraîneur de Grenade, a été choisi par le président de la Fédération algérienne de football pour succéder à Georges Lekens sur le banc des Fenech. Sharon Camara. À 50 ans, Lucas Alcaraz devient le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football d'Algérie. Celui qui a entraîné de nombreuses équipes en Liga espagnole devient sélectionneur d'une équipe nationale pour la première fois. Après avoir quitté ses fonctions à l'équipe de football de Grenade, la Fédération algérienne de football a décidé de lui faire confiance. Le nouveau président de la Fédération algérienne de football, il a fait qu'appliquer la première décision qu'il a prise juste après sa nomination, c'est de nommer un entraîneur espagnol et il faut qu'il ne dépasse pas 50 ans. Donc aujourd'hui, Lucas Alcaraz, je pense, toutes les conditions sont réunies. C'est un choix judicieux parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le football. Il ne faut pas juger un entraîneur parce qu'il n'a pas entraîné une sélection nationale qu'il ne va pas réussir avec. Il faut le laisser faire, il faut le laisser travailler. Après une CAN décevante au Gabon, l'équipe algérienne avait effectué un véritable remaniement. D'abord avec l'élection de Kéredine Zetchi à la présidence de la fédération. Celui-ci avait pour mission de trouver un autre sélectionneur suite au départ de Georges Lekens. Le second objectif pour l'équipe algérienne et son nouveau sélectionneur sera la préparation de la prochaine journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Un pays comme l'Algérie qui ne peut pas se permettre d'être absent des grandes échéances telles que la Coupe du Monde ou la CAN. Donc son objectif principal immédiat, c'est déjà d'aborder les matchs restants pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et d'aborder les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2019. Donc il a du pain sur la planche, donc il va se mettre
au travail rapidement. Un nouveau président de fédération et un nouveau sélectionneur. L'équipe algérienne de football est décidée à mettre toutes les chances de son côté pour briller à nouveau et s'imposer au Mondial 2018. Lucas Alcaraz a la lourde responsabilité de relever une équipe qui est actuellement à la dernière place de son groupe pour les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.